Pour l'essentiel, on va parler du Code civil. Vous savez ce que disait le docteur Parpalais, le prédécesseur du docteur Knock dans la pièce de théâtre de Jules Romain, quand on se plaignait d'insomnie, son conseil, lisez 2 ou 3 pages du Code civil chaque soir. Alors je vais essayer de ne pas vous endormir ce soir avant l'intervention du père Moisan, ça serait fâcheux, mais néanmoins je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu du droit civil. On va d'abord regarder un peu ce que le droit civil dit du mariage. Nous regarderons aussi ce qu'il dit de la filiation, parce que mariage et filiation sont étroitement liés. On regardera aussi ce qu'est le Pax. Et puis on ira voir un peu dans les pays étrangers de quoi on parle quand on parle de mariage homosexuel. Et enfin, nous regarderons la proposition de loi, le projet de loi, pardon, qui a été déposé hier sur le bureau du Conseil des ministres et qui a été accepté par le Conseil des ministres pour être présenté à l'Assemblée nationale fin janvier. Alors, que dit le Code civil sur le mariage? D'abord, le Code civil, c'est un document assez important qui balaye beaucoup de choses de notre vie quotidienne et qui, pour qu'on s'y repère, est divisé en différents livres, en 5 livres très exactement. Et dans ces 5 livres, 2 parlent du mariage. Le livre premier qui a trait aux droits des personnes et le livre 3 qui a trait aux différentes manières dont on acquiert la propriété, c'est-à-dire essentiellement à une forme de droit des contrats. C'est un point important parce que quand on regarde, on se rend compte que la première préoccupation du Code civil, c'est de parler de la personne quand elle parle de mariage. Et quand on regarde comment est construit le livre sur le droit des personnes, il est divisé en différents chapitres, qu'on appelle des titres. Et le premier titre qui parle de mariage, c'est le titre qui est relatif à l'état civil et qui organise la cérémonie du mariage. La première chose dont on parle, quand on parle de mariage dans le Code civil, c'est la façon dont on célèbre le mariage en droit civil et la façon dont on le transcrit dans les actes d'état civil. Ensuite, on parle des conditions pour accéder au mariage, pour contracter mariage du Code civil, et des conséquences du mariage en termes de droits et d'obligations, des époux l'un à l'égard de l'autre, des époux à l'égard de la famille du conjoint, et également on traite là de toutes les problématiques internationales pour des conjoints qui ne sont pas de tous les 2 français. Ensuite on parle de la dissolution du mariage en droit civil, c'est-à-dire du divorce, puis tout de suite après on parle de la filiation corporelle, comme dit le père Moisan, mais aussi de la filiation adoptive. Et on parle ensuite de l'autorité parentale. Et enfin, quelques chapitres plus loin, après avoir vu la problématique des adultes qui sont protégés sous tutelle et curatelle, donc on est déjà sorti de toute la question du mariage, on parle du Pax. Donc on voit bien que l'architecture du Code civil nous dit quelque chose de la façon dont le mariage est conçu en droit civil. Et ce qu'il nous dit, me semble-t-il, c'est d'abord que le mariage n'est pas un mode d'organisation d'une vie commune entre adultes, c'est d'abord une institution. Et la première chose dont on parle en droit civil, c'est cette institution. On voit aussi qu'il y a un lien extrêmement étroit en droit civil entre mariage et filiation. Ça n'est pas anodin que le titre 5 parle du mariage, le titre 6 du divorce, le titre 7 de la filiation. Donc on voit bien que ça se suit de manière parfaitement logique. On ne peut pas parler mariage sans parler filiation, on ne peut pas parler filiation sans parler mariage. Ça n'est pas complètement neutre dans le débat que nous aurons. Alors si on entre un petit peu plus dans le détail de ce que le mariage est dans le droit civil, on se rend compte d'abord que le mariage n'est pas défini en droit civil. On ne nous dit pas « le mariage, c'est ». On nous le dira pour le Pax tout à l'heure. Mais pour le mariage, on ne nous le dit pas. Et le premier article qui a trait au mariage dans le droit civil, c'est la façon dont l'officier d'état civil reçoit les consentements, la façon dont il est transcrit et la façon dont, de manière publique, les époux s'engagent l'un à l'égard de l'autre. On est donc bien là dans le domaine de l'institution, une forme de ritualisation d'un engagement, et non pas dans le domaine de l'intime, d'une histoire qui se construit.
Le deuxième point, c'est que quand on regarde les conditions requises pour contracter un mariage, on se rend compte que très clairement, même s'il n'y a pas de définition explicite, le mariage, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Alors c'est déjà présent dans l'article 75 du Code civil sur la formalisation du mariage, puisqu'on dit que l'officier d'état civil reçoit l'engagement de l'homme et de la femme, l'un à l'égard de l'autre. Et c'est redit, après, dans l'article 144 du Code civil, à propos de la capacité pour l'homme et la femme de se marier et de s'engager dans cette histoire. Au-delà d'une histoire d'un homme et d'une femme, le mariage est aussi une histoire de famille. Et quand on regarde le Code civil, il y a un article qui est assez étonnant, intéressant, et qui dit beaucoup sur le mariage. On dit du mariage, et notamment à propos des enfants, on dit qu'ils entrent dans la famille de chacun, du père et de la mère. On voit bien donc que ça n'est pas seulement une histoire d'une famille nouvelle, c'est l'histoire d'une famille nouvelle qui est le fruit de famille de l'homme et de la femme. On l'a aussi dans le Code civil à propos de l'obligation alimentaire, c'est-à-dire de l'obligation que chacun doit d'entretenir ses parents s'ils sont dans le besoin, à minima pour qu'ils aient de quoi se nourrir, se vêtir et se loger. Eh bien, cette obligation, elle est étendue aussi aux parents du conjoint, pour les gendres et pour les belles-filles. On voit donc bien que, en se mariant, on entre pleinement dans la famille de son conjoint et dans l'histoire de la famille. On ne peut donc pas considérer, et c'est très clair, me semble-t-il, à travers ces articles, que le mariage aujourd'hui soit simplement une histoire contractuelle. Quand on regarde la Constitution de 1791, la Constitution de 1791 pose le principe du mariage pour, j'allais dire, le sortir du giron de l'Église, déjà le souci à l'époque, et elle dit « le mariage n'est reconnu que comme un contrat civil ». Voilà ce que dit la Constitution de 1791. Quand on regarde le mariage dans le Code civil de Napoléon en 1804, c'est-à-dire pas très longtemps après finalement, qui est encore en vigueur aujourd'hui, on ne dit plus du tout que le mariage est un contrat. Certes, il y a une partie contractuelle dans le mariage, mais ça n'est pas la première partie. La première partie du mariage, c'est cette alliance de famille et cette formalisation d'une histoire familiale et d'une histoire qui se construit dans la durée. Voilà, rapidement, il y aurait évidemment beaucoup plus à dire sur le mariage, mais voilà rapidement une première coloration juridique sur le mariage. Tout de suite après le mariage, vient dans le Code civil la filiation. Et que nous dit le Code civil sur la filiation? Bien d'abord, ce que je vous rappelais tout à l'heure, d'abord, le fait que les enfants entrent dans la famille de chacun de leurs parents. Que donc la filiation fait rentrer l'enfant dans une histoire qui le précède et fait rentrer les parents dans une histoire qui les suit. Nous sommes bien dans une histoire, dans une chose qui a trait à la transmission. Le mariage est un maillon de la transmission. À partir de ce moment-là, quand on regarde ce que fait peser, tant sur les parents que sur les enfants, le fait de rentrer dans cette histoire, on se rend compte que le mariage ouvre des droits et des obligations intergénérationnelles. Je parlais tout à l'heure de l'obligation alimentaire, mais on peut aussi parler de l'obligation faite aux enfants de respecter en tout temps leur père et leur mère. Et que, par conséquent, on voit bien qu'il y a là un enjeu important de construction des enfants autour de leur père et de leur mère. On voit aussi que le Code civil a un souci, et ça s'inscrit bien dans cette tradition, dans cette transmission, dans cette histoire qui s'écrit, c'est le souci du nom.
parce que le nom dit quelque chose de l'identité. Et le Code civil indique que l'enfant porte le nom du mari lorsqu'il est né ou a été conçu pendant le mariage, ou si on ne connaît pas le mari, il porte le nom de sa mère, puisque dans le Code civil en tout cas, on présume que l'enfant conçu ou né pendant le mariage est l'enfant, le fils ou la fille du mari de sa mère. Il y a une présomption de paternité qui est posée dans le Code civil. Alors on verra que cette question du nom, elle est reprise dans le projet de loi, puisqu'évidemment c'est une problématique, dans la mesure où si je me retrouve dans un couple homoparental, je ne peux pas dire qu'il va avoir le nom de la mère ou du père, puisque je vais avoir deux femmes ou deux hommes, ce qui pose une problématique, et on verra que ça a été traité dans le projet de loi. Par ailleurs, le mariage le Code civil, pardon, par le mariage, protège la mère. Je vous le disais, il y a une présomption de paternité. Par conséquent, le mari est présumé être le père des enfants conçus ou nés pendant le mariage, sauf évidemment s'il rapporte la preuve contraire. Cela signifie aussi qu'il lui incombe d'en assumer la responsabilité en termes d'obligations alimentaires, de responsabilité à l'éducation et j'allais dire de responsabilité à la transmission. Et que donc la mère mariée ne se retrouvera pas seule dans cette obligation d'éducation et de transmission. Quand on regarde aussi ce que dit le mariage en matière de filiation, il ouvre de plein droit, le mariage ouvre de plein droit la possibilité pour les époux d'adopter. Très exactement, l'article du Code civil, l'article 346 du Code civil, indique qu'aucun enfant ne peut être adopté par deux adultes, sauf s'ils sont mariés. De sorte que, dans le débat qui nous anime, le simple fait de légaliser le mariage de deux personnes de même sexe aboutit nécessairement, et j'allais dire de manière obligatoire, à leur ouvrir la possibilité d'adopter. À défaut, il faudrait modifier l'article 346 du Code civil pour dire que l'adoption n'est ouverte qu'à un couple de personnes de sexe différent. Évidemment, ça n'est pas du tout dans le projet de loi. Il faut avoir en tête que le mariage, de plein droit, ouvre la possibilité d'adopter. Et je voudrais, à cette occasion, rappeler un discours que Madame Guigou, garde des Sceaux du gouvernement Jospin, en 1998, avait prononcé à l'occasion de l'ouverture des débats sur l'adoption du PACS. C'est dans la deuxième séance à l'Assemblée nationale du 3 novembre 1998. Et elle dit ceci, je vous cite un très bref passage de son discours, mais qui me paraît très éclairant. Le débat qui avait été porté, et la reproche qui était fait au PACS, c'est qu'il n'allait pas assez loin pour ceux qui le défendaient, et qu'en particulier, puisqu'il ne s'agissait pas d'un mariage, il n'ouvrait pas la possibilité d'adopter. Et Elisabeth Guigou répondait ceci. Pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution? Parce que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer, ni abolir la différence des sexes. Et je pense que ce point-là est tout à fait fondamental à avoir en tête dans le débat que nous avons aujourd'hui. Il n'appartient pas au droit de contrarier à l'état naturel qu'est le fait que la filiation provient nécessairement d'un homme ou d'une femme. Et puis il y a dans le débat d'aujourd'hui un certain nombre de voix qui parlent de droit à l'enfant. Il n'existe pas en droit français, et à ma connaissance, il n'existe pas en droit tout court, quel que soit le pays, de droit à l'enfant. Il existe un droit de l'enfant. Bien sûr, l'enfant a des droits. Mais l'enfant n'est pas un droit. Ça n'est pas un objet, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'on peut s'offrir un enfant et qu'on pourrait exiger de l'État la possibilité d'avoir un enfant. Ceci n'existe pas. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus, parce que dans un des aspects du débat qui a lieu aujourd'hui, me semble-t-il, il y a une confusion entre l'aspiration à la transmission d'une histoire et le droit à cette transmission. Je n'ai pas le droit à un enfant.
Voilà, on le comprend très bien, mais il faut le rappeler, à mon sens, dans le débat d'aujourd'hui. Alors voilà, le lien mariage et adoption et filiation. On voit que le mariage et la filiation sont indissociables, même si dans la loi de 66 relative à l'adoption, on a ouvert la possibilité pour des personnes seules, des personnes célibataires, d'adopter. Ça répondait à d'autres préoccupations, mais l'état de célibataire n'enferme pas l'enfant dans une filiation qui serait contraire, qui serait artificielle et, de surcroît, contraire ou qui abolirait la différence des sexes, parce que le célibat laisse la porte ouverte à un autre. Le père Moisan vous le redira tout à l'heure plus explicitement. Alors voilà le mariage. Regardons un peu ce qu'est le Pax et pourquoi finalement, 15 ans après l'adoption du Pax, pas tout à fait, le Pax a été adopté fin de l'année 99, 13 ans après, pourquoi la question ressurgit avec autant de force? D'abord parce que le Pax n'est pas un mariage, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, et que ça se traduit par la définition du Pax. Autant il n'y a pas de définition du mariage, autant il y a une définition du Pax. Et cette définition, elle est que le Pax est un contrat portant sur l'organisation de la vie de deux adultes entre eux. On est donc très loin de ce qu'est le mariage, parce que d'abord, on ne définit que comme un contrat. Et à ce titre-là, d'ailleurs, le Pax n'a pas de ritualisation civile, de formalisation civile, autre que celle d'un contrat qu'on passe devant le notaire, comme je dirais, on passe d'autres contrats devant le notaire. On est sur un contrat qui, par ailleurs, ne porte que sur une organisation de vie, et pas sur autre chose. Et sur une organisation de vie entre deux adultes. Donc, on n'est pas sur une entrée dans une histoire de la famille, dans la famille de l'un ou de l'autre. On est sur une simple organisation de vie. Donc, on voit bien que le Pax ne répond pas complètement à l'aspiration qui me semble légitime de personnes de même sexe qui voudraient construire une histoire ensemble et aller au-delà d'une simple organisation de vie. Par conséquent, cette question, la question de cette aspiration à la construction d'une histoire commune que peuvent avoir des personnes de même sexe, cette question-là n'a pas été réglée par le Pax. Et quand on regarde d'ailleurs les conséquences du Pax et qu'on les compare aux conséquences du mariage, on voit qu'il y a de fortes différences. Par exemple, les époux se doivent l'un à l'autre respect, fidélité, secours et assistance. Respect, fidélité, secours et assistance. Alors que les partenaires d'un Pax se doivent aide matérielle et assistance réciproque. On voit bien que dans le Pax, on est sur une notion de partage de richesses ou de mise en commun de richesses matérielles, d'aide matérielle et d'assistance réciproque, mais que la notion de la construction d'une histoire commune qui se traduit à travers le respect et la fidélité est totalement absente du Pax. Là encore, on sent bien qu'il manque peut-être quelque chose à une aspiration de personnes qui, bien qu'étant de même sexe, ont envie de construire une histoire. Par ailleurs, le Pax n'ouvre pas droit à l'adoption, n'ouvre pas droit à une filiation, n'ouvre évidemment pas droit à une présomption de paternité dans l'hypothèse d'un Pax de personnes de sexe différent. Le Pax ne constitue donc pas un élément de la transmission intergénérationnelle. Les conséquences aussi en matière de pension de réversion, de succession sont importantes puisqu'on a de vrais écarts, très, très matériels là pour le coup, entre la situation d'un partenaire du Pax et la situation du conjoint dans un mariage. Donc si le Pax ne se substitue pas totalement au mariage dans les relations entre deux adultes, c'est normal que la question revienne avec beaucoup de force sur une aspiration que les personnes de même sexe peuvent avoir de vivre une histoire commune. Ah, alors il me reste 13 minutes, je vais donc accélérer. Bon, voilà, sans pour autant couper, mais un petit mot quand même de la jurisprudence.
la jurisprudence a consacré globalement le fait que le mariage en droit français est un mariage de personnes de sexe différent. C'est tout à fait clair, et elle a consacré de manière tout à fait précise, tant la Cour de cassation prononcée à la suite du mariage de deux hommes qui avaient été prétendument célébrés à la mairie de Bègle en 2003, je crois, ou 2001, 2003, oui, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux de 2004 et de la Cour de cassation de 2007, de manière très claire, le fait que le mariage en droit français soit réservé à des personnes de sexe différent n'est ni contraire à la Constitution, ni contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, ni contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel, qui a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a tranché le débat également, en confirmant que la décision de la Cour de cassation était conforme à la Constitution française. En revanche, il y a une nouvelle situation en matière j'allais dire, droit ou non au mariage de personnes de même sexe. C'est un arrêt dont on a un peu parlé à Brest en particulier, en Bretagne plus généralement. C'est l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 16 octobre 2012. Il est tout récent. Je n'ai même pas encore eu le texte de l'arrêt lui-même, mais j'ai pu prendre connaissance de l'essentiel. C'est l'arrêt Wilfried. C'est l'arrêt de cet homme marié d'une quarantaine d'années, père de, me semble-t-il, 3 enfants, et qui, par une opération chirurgicale, devient ce que, semble-t-il, sa personnalité profonde l'appelait à devenir, devient une femme, du prénom de Chloé. Le tribunal de grande instance de Brest avait refusé le changement d'état civil au motif que cela aurait abouti de fait à un mariage de personnes de même sexe, ce qui est contraire au droit français. La Cour d'appel a un raisonnement un petit peu plus subtil, me semble-t-il, dans la mesure où elle distingue deux choses. Elle distingue l'état civil de l'acte de mariage. Concernant l'état civil, elle dit il n'y a aucune raison, puisque c'est admis en droit français, que l'on refuse à cet homme devenu femme que son identité juridique corresponde à sa nouvelle identité physiologique. Donc, la Cour d'appel a ordonné la modification de son état civil. En revanche, la Cour d'appel dit, concernant le mariage a été contracté à un moment, il a été contracté entre un homme et une femme, il n'y a aucune raison de modifier l'acte de mariage, qui reste un mariage contracté entre un homme et une femme. Alors, il est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, puisqu'on a un homme devenu femme qui est femme dans son état civil, mais qui reste homme dans son contrat de mariage. Cela étant, c'est extrêmement important pour les enfants, car l'état civil des enfants n'a pas été modifié de ce fait-là. Ils restent les enfants d'un homme et d'une femme. On voit bien l'enjeu qui s'ouvre autour de cette question et ce que va nous amener le projet de loi. Un petit tour rapide sur ce que disent les textes étrangers, pour l'essentiel en ce qui nous concerne la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un texte qui date de 1950, il a été signé le 4 novembre 1950. C'est un texte qui engage les pays qui sont membres du Conseil de l'Europe, donc c'est un petit peu plus large que l'Union européenne, pas tout à fait identique. C'est un texte d'une 60aine d'articles, 59 exactement, et qui, tout au long de ces articles, utilise le terme de personne, la personne ou les personnes. À l'exception d'un article, l'article 12, qui a très précisément au mariage et qui parle de l'homme et la femme. L'article 12 dit « À l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » Alors on entend deux choses à travers ça. La première chose, c'est que c'est bien l'homme et la femme. La deuxième chose, c'est que ça renvoie au droit national et que par conséquent, il ne pèse aucune contrainte sur aucun État adhérent de la Charte européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de modifier leur législation interne pour ouvrir le droit au mariage aux personnes de même sexe. C'est très clair, ça a été consacré d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs reprises, dans un arrêt de 2006 tout à fait fondamental qui le rappelle et qui dit que d'ailleurs cet article 12 consacre la vision traditionnelle du mariage qui est le fait d'un homme et d'une femme. Même si cette position a été un petit peu modifiée dans un arrêt plus récent de 2010 à propos de l'Autriche, où la Cour dit
il peut se trouver des situations où le mariage ne soit pas seulement le fait d'un homme et d'une femme. En réalité, la Cour était un peu embêtée parce que si elle maintenait sa position de 2006, elle mettait hors jeu un certain nombre d'États qui ont déjà adopté le droit au mariage de personnes de même sexe. Parce qu'elle ne peut pas dire à la fois, la Convention européenne dit le mariage c'est pour les personnes de sexe différent, et en même temps ne pas exclure de plein droit les pays qui, adhérant à la Convention, ont adopté ce principe de mariage pour les personnes de même sexe. Donc cette inflexion, elle vient plus pour essayer de sauvegarder cette apparence entre les États. Concernant la Charte européenne des droits de l'homme, c'est donc la Charte européenne des droits fondamentaux, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, très exactement. C'est un texte plus récent, il est de 2000, et là, il ne parle pas de l'homme et de la femme, il dit que le droit de se marier et de fonder une famille est régi par les lois nationales. Donc il ne dit rien sur la possibilité pour deux hommes, deux femmes, un homme et une femme de se marier. En revanche, il ne fait peser aucune obligation sur aucun État de l'Union européenne de modifier sa législation. Voilà très rapidement ce que peut nous dire le droit international. Un dernier petit point, la Cour européenne des droits de l'homme écarte systématiquement toute attaque d'une législation qui réserve le mariage de personnes de sexe différent sur le fondement de la discrimination. La Cour dit clairement le fait que la législation nationale ne réserve le mariage de personnes de sexe différent ne constitue pas une discrimination à l'égard de personnes homosexuelles. En particulier, et dans l'arrêt de 2010, c'est assez flagrant, puisqu'elle dit il existe d'autres moyens d'organiser la vie entre personnes de même sexe que le mariage, y compris la vie de famille. Et ça, c'est un point important qui a été notamment repris par la Cour de cassation et, me semble-t-il, par le Conseil constitutionnel. Faisant référence très probablement au Pacs, qui est un moyen d'organiser une vie de famille en dehors du mariage. Alors, on va venir maintenant sur le projet de loi. Le projet de loi, il a été présenté donc, au Conseil des ministres hier matin. C'est une étape, ce n'est pas l'étape définitive, puisque c'est simplement l'étape préalable pour qu'il soit déposé sur le bureau de l'Assemblée, puis débattu à l'Assemblée et au Sénat avant d'être adopté. Un tout petit mot de procédure, puisque des voix s'élèvent pour demander un référendum. Et Madame Taubira disait ce matin sur une radio, me semble-t-il, une bonne radio, parce que je crois que c'était sur RCF, si j'ai bien compris, qu'il n'était pas question de passer en référendum sur ce sujet, parce que l'article 11 de la Constitution ne le permet pas. C'est une lecture, à mon avis, très restrictive de cet article, puisque l'article 11 dit que le président de la République, sur proposition du gouvernement ou des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, peut soumettre au référendum les lois qui ont trait au domaine de l'économie, au domaine social et au domaine de l'environnement. Si le mariage de personnes de même sexe ne relève pas du domaine social, je pense qu'il faut s'interroger sur la pertinence de cet argument. Cela étant dit, on n'en prend pas le chemin, puisqu'on voit bien que le gouvernement ne demandera pas de référendum et qu'il faudrait un accord conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat pour y parvenir. Je crains que, malheureusement, cette possibilité ne soit pas ouverte. Un petit peu plus en détail le projet de loi. Alors, d'abord, un projet de loi comprend, j'allais dire, deux parties essentielles. Un exposé des motifs, c'est-à-dire, au fond, une présentation générale des motifs pour lesquels on a rédigé ce projet, et puis ensuite les dispositions, les articles eux-mêmes. Dans l'exposé des motifs, le gouvernement retrace assez succinctement une histoire du mariage, rappelant la Constitution de 1791 et les lois fondamentales de 1792, et considère qu'il y aurait un acte de progrès social en France que d'approuver le mariage de personnes de même sexe. Le texte ne s'intitule pas, et je pense que c'est important de l'avoir en tête, le mariage pour tous. Même si, malheureusement, y compris dans le compte-rendu du Conseil des ministres, on parle de mariage pour tous, c'est évidemment pas le sujet. Le sujet, c'est l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Donc, on est encore quand même dans un schéma qui aboutit à la prohibition de l'inceste encore aujourd'hui.
Alors, quand on regarde le contenu des articles, le texte est assez succinct, finalement. Il comprend 3 parties, 3 titres. Le premier titre pose le principe de manière très brève. Il dit ceci: le mariage est contracté par 2 personnes de sexe différent ou de même sexe. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, j'allais dire, on a tout dit de l'évolution de la loi. Après, il en tire les conséquences au regard de la prohibition de l'inceste précisément, puisque la prohibition de l'inceste dans le Code civil aujourd'hui, c'est l'interdiction entre un père et une fille, ou une mère et un fils, un oncle et un neveu, ou une tante, un oncle et une nièce, une tante ou un neveu de se marier. Le Code civil, le texte prévoit de rendre ça beaucoup plus neutre, puisque ça viserait aussi le cas de père et fils et de mère et fille, etc. Donc le premier titre est assez succinct et ne comprend que cela. Le deuxième titre, il est également assez court. Il tire les conséquences sur le choix du nom et sur la filiation en cas d'adoption, alors sur une partie de la filiation finalement, de l'article qui ouvre le mariage de personnes de même sexe. Et il dit simplement que pour le choix du nom, il faudra que les parents de même sexe choisissent un nom, alors qu'aujourd'hui, par défaut, l'enfant prend le nom soit du père quand ils sont mariés, soit de la mère dans les deux cas. Là, il faudra bien qu'il y ait un choix. Et, dit le texte, ce choix s'imposera pour tous les enfants adoptés par ce couple, de manière à avoir une unité de nom dans une fratrie. Le troisième titre, qui est le plus long, qui comporte 13 articles, c'est ce qu'on appelle un titre de coordination. Alors il aboutit à quoi? Il aboutit à balayer l'ensemble de la réglementation française pour soigneusement supprimer toute référence à père et mère, et pour remplacer ces références, ou à mari et femme d'ailleurs, et pour remplacer ces références par parents ou par époux. Et quand je dis toutes les lois, ça va jusque, et y compris sur le code de l'expropriation ou sur le code des pensions civiles et militaires. Vous voyez qu'ils ont balayé assez large. Alors le gouvernement dit, nous n'avons supprimé père et mère que, donc dans le communiqué qui a été rendu à l'issue du Conseil des ministres, que lorsque c'était absolument nécessaire. J'imagine mal une situation où, acceptant le mariage de personnes de même sexe, et donc le fait, en rendant juridique le fait homoparental, nous puissions conserver la notion de père et de mère. En réalité, et on le voit bien, ce projet de loi va bien au-delà que le fait d'ouvrir un droit à une catégorie minoritaire de personnes, puisqu'il va concerner l'ensemble de la population, à la mesure où à partir du moment où il sera adopté, il n'y aura plus de père ni de mère, mais il y aura un parent A et un parent B. Et on voit bien fondamentalement que c'est l'ensemble de la population, l'ensemble de nos concitoyens qui vont être concernés. La question que, me semble-t-il, il faut se poser à travers ce texte-là, c'est de savoir si l'aspiration légitime de personnes de même sexe à construire une histoire ensemble doit à ce point impacter non seulement l'histoire des enfants qu'ils adopteront, mais également l'ensemble de la population. En d'autres termes, si un fait minoritaire doit dissoudre une structure sociale comme celle du mariage. Même si on nous dit que sur les actes d'état civil, la notion de père et de mère sera conservée, je pense que de toute façon, très rapidement, ce sera supprimé. Pour conclure rapidement, je voudrais souligner 2 choses. La première, c'est qu'il y a probablement des possibilités de répondre à l'aspiration qui est posée à travers d'autres formes que le mariage, et je cite là simplement une proposition formulée par le député maire de Touquet, Denis Fasquelle, sur une alliance civile qui n'ouvrirait pas droit à l'adoption. Et je citerai pour conclure la conclusion du document de la conférence des évêques de France, qui dit ceci: une évolution du droit de la famille est toujours possible, mais plutôt que de céder aux pressions de différents groupes, la France s'honorerait à instaurer un vrai débat de société et à chercher une solution originale qui fasse droit à la demande de reconnaissance des personnes homosexuelles, sans pour autant porter atteinte aux fondements anthropologiques de la société. Je crois que là est l'enjeu de ce débat.